Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial fantasy, jeunesse, young adulte, enfin imaginaire surtout. Et on va commencer avec ma dernière lecture en date, Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. C'est le tome 2, la suite de Un palais d'épines et de roses que je vous montre ici. Alors autant dire que ça faisait très longtemps que j'avais lu le tome 1, je ne m'en souvenais plus honnêtement. Heureusement qu'il y a un résumé spoilant, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour ceux qui voudraient avoir le spoiler. Dans le tome 1, j'ai essayé de... Enfin, je vais vous faire un petit rappel du début de l'histoire, juste ça. On suit Fer qui, pour les besoins de sa famille, chasse, et pour son plus grand malheur, elle va tuer un fée. Et elle va se retrouver à devoir vivre à la cour de printemps aux côtés de Tamlin. Il va se passer plein de choses, enfin bref, et là on la retrouve dans ce tome 2. Et comment vous en parler sans spoiler? Autant dire que Fer évolue énormément dans ce tome 2, que nous découvrons la cour de la nuit, et surtout son seigneur, son grand seigneur, Rhysand, qui, je me souviens, dans le premier tome, je ne savais jamais sur quel pied danser avec lui. J'étais toujours partagée en me disant c'est une ordure de première classe, et en même temps je me disais ouais mais il fait ce qu'il peut pour la protéger au regard de la situation. Je savais pas trop. Dans le tome 2 on a les réponses à nos questions. Rhysand est un personnage que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. C'est ce genre de personnage, alors ça peut paraître cliché. Pourtant, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est qu'on n'est pas tombé dans cette relation de enemy to lovers, pour le dire à l'anglaise, ou de ceux qui sont ennemis et deviennent amoureux. C'est tellement plus complexe que ça. Ils sont pas amoureux l'un de l'autre, ils tombent pas comme ça des nus dans les bras l'un de l'autre. C'est très long, c'est très lent. Et tant mieux, ça change de ces trucs où il y a un twist d'un coup comme ça, on sait pas d'où ça vient. Il n'y a même pas de haine entre les deux en fait. Il y a peut-être de la méfiance, mais certainement pas de la haine. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. J'ai adoré toutes les épreuves par lesquelles Fer doit passer, elles sont terribles. Elles sont mais ignobles. Et en fait, arrivé à la fin, je me dis quoi? Et pourtant, en plus, alors j'ai fait une erreur quand même, faut dire ce qui est. C'est que j'ai lu les quatrièmes de couve des 2 prochains tomes. Et en fait, les 2 prochains tomes ne disent absolument rien de ce qui se passe réellement en fait. C'est une fois que vous avez lu celui-là, en fait, le quatrième de couve dit juste ce que vous savez qu'il va y avoir, mais ça s'arrête là. Le reste, si vous voulez savoir dans le détail, il faudra le lire, point final. Bref, je me suis laissée emporter par cette pavasse de 700 pages, ce qui est extrêmement rare. Je sais pas combien de temps j'ai passé à le lire. Au début, j'ai mis un peu de temps parce qu'il fallait me remettre un peu tout, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des rappels un peu des événements précédents. Surtout des plus importants, de ce qui fait que Fer est dans l'état où elle est, de ses relations avec Tamlin, etc. Et surtout de comment elle a rencontré Rick, c'est de ce qui s'est passé. Raison, si vous voulez plus voilà. On retrouve la famille de Fer que j'avais complètement zappé. Et j'avais a priori, maintenant je me pose des questions. Je sais plus trop quoi penser en fait. Si on était à leur place, qu'est-ce qu'on ferait? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Bref, j'adore. J'adore cette série et je comprends pourquoi Sarah J. Maas fait autant parler. Alors maintenant j'ai juste une question pour ceux qui sont addicts à Sarah J. Maas. Est-ce que maintenant que j'ai lu les 2 premiers tomes de cette série, je peux commencer Crescent City ou pas? En sachant que j'ai pas encore acheté la suite de celui-là faute de financement pour le moment. J'attends mon anniversaire en espérant que je craque d'abord pour ça, mais j'ai tellement envie d'acheter tellement de livres. C'est une horreur. Ensuite, Miss Peregrine et les enfants particuliers, le 2e volume Hollow City. C'est vraiment particulier, c'est le cas de le dire. Pour ceux qui ne sauraient pas, il faut savoir que l'auteur s'est basé sur des photos qu'il a trouvées ou qu'on lui a données. Des photos très étranges de ce genre, qui parsèment le livre. Même la première de couve, c'est ça aussi. Et de là, il a créé toute cette histoire. Alors j'ai envie de dire que c'est un pur génie, parce qu'il faut savoir écrire ce genre d'histoire. Et c'est très perturbant à chaque tome. Déjà le premier tome j'avais cette sensation, mais je pensais que j'étais influencée par les images de la bande-annonce que j'avais vue avant de lire le livre. J'ai pas vu le film par contre. Et du coup quand j'ai lu le livre, premier tome je m'étais dit ça, et en fait en lisant le 2e tome j'ai toujours cette impression très étrange d'avoir lu tout ça et qu'il se passe pas tant de choses que ça en vrai.
C'est vraiment une aventure, on suit vraiment des personnages particuliers, dans un monde particulier. Ici on est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, où ils traversent le pays ou le monde, je me souviens plus trop, pour sauver Miss Peregrine. Et voilà. Le mot étrange convient parfaitement à cette série, mais en même temps je suis fascinée. Tellement fascinée que je sais que je lirai la suite, qu'à la fin de ce deuxième tome, tout au long, à un moment donné je me dis ça devient un peu long, et en même temps c'est fascinant, et je veux connaître la suite, et en même temps il faut que ça s'abrège un peu, il y a peut-être quelques longueurs quand même. Et à la fin du tome 2, je me dis, mais j'avais. En fait, le tome 3, il est juste en face de moi. J'étais à me dire. J'ai dit non, 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 d'abord autre chose. Voilà. Parce qu'après, ça risque de te saouler. J'avais même envie de me jeter sur les contes en eux-mêmes, parce que j'ai les contes, mais je crois me souvenir qu'il faut les lire après le tome 3, si j'ai bon souvenir. Et j'ai pas toute la série, pareil, il faudra que je me mette à jour. Ensuite, Taille Marc Le Tan, parfois j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale. Jeunesse, voilà. On suit un jeune homme qui est atteint du syndrome de la Tourette. Il s'appelle Max. Et en fait, ce livre est très bizarre aussi. Dans le sens où déjà c'est Taille Marc Le Tan. Je me dis, tu m'étonnes qu'il m'a donné envie ce livre, Taille Marc Le Tan. Le sujet du syndrome de la Tourette est très peu abordé dans les livres. Et j'ai énormément apprécié la façon dont il l'a abordé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de larmoyant dans ce livre. Absolument rien. Au final, le sujet en soi du syndrome de la Tourette est très peu mis en avant. Au contraire, j'ai trouvé au début... À la fin, je me disais, c'est dommage, on nous apprend des choses sur cette maladie, effectivement, mais très peu. En fait, il y a vraiment 2-3 paragraphes, 2-3 scènes, et c'est tout, qui vont vraiment mettre en avant la maladie. Mais en dehors de ça, non. On se concentre vraiment sur un personnage et une personnalité. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, parce qu'en fait, le message au final de ce livre est de dire les personnes ne sont pas un handicap. Ils ont une personnalité avant d'être un handicap. Et ça, c'est génial. Je trouve ça topissime. Aussi, mais ce qui m'a perturbée, c'est qu'en fait, il a une particularité, ce personnage, c'est que je peux pas trop le dire. J'ai peur de spoiler en fait un truc, parce que tout le long, on se prend au jeu, on lit tout, et à la fin, il y a une phrase qui remet en question tout ce qu'on a lu. Et sur le coup, je me suis dit, tout ça pour ça. Et en même temps, réfléchissant, on se dit qu'au regard de la maladie qu'il a, au regard de tout ce qu'il a pu se prendre dans la figure, potentiellement, parce qu'on ne va pas se cacher, les gens sont violents, c'est peut-être le seul moyen qu'il a trouvé. Et aussi par rapport à quelque chose par rapport à sa famille. Jusqu'au bout, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. On le devine à un moment donné, mais j'étais pas sûre non plus, pour une raison que vous découvrirez quand vous lirez. Maintenant, je sais que sur le coup, on réagit comme ça, enfin me concernant en tout cas. Et après, on comprend. On comprend pour le choix de ce personnage. Et en fait, il y a une vraie construction du personnage par rapport à tout ce qu'il vit. Parce qu'en fait, il est passionné par le chant, il veut faire de la comédie musicale, et il décide de prendre des cours de chant. En fait, jusqu'au premier cours de chant, voilà, on est vraiment à peu près dans... Mais je peux pas trop dire en fait. C'est frustrant de pas pouvoir vous dire les choses dans le détail. Ça m'agace. C'est frustrant, très frustrant, vous n'imaginez pas à quel point. Bref, lisez-le, voilà. Je dirais juste lisez-le et laissez-vous porter par cette écriture, ce personnage hyper attachant. Et malgré cette fameuse phrase à la fin qui peut perturber, parce que ça... En fait, ça montre un défaut du personnage qu'on ne voit pas. Tout du long, on ne le voit pas, ce défaut. Et quand on découvre, on se dit mince. En fait, je pense que ça écorne son image, et je me dis c'est à la fois tant mieux, parce que ça montre que c'est un être humain, et qu'il a autre chose qu'un problème de santé. Et en même temps... Et en fait, j'en garde tellement un bon souvenir de ce livre. Ça fait 1 mois et demi que j'ai lu, je crois. J'en garde vraiment un bon souvenir. C'est Taille Marc Le Tan. Je vois ce nom, c'est signe de qualité. Et par contre, c'est vrai que ça peut être décevant ceux qui le lisent vraiment pour apprendre des choses sur la maladie, parce qu'on en parle vraiment très très peu. Et sur le reste, sur le chant, etc., j'ai rigolé parce qu'il y a quand même une référence à The Voice, enfin un équivalent de The Voice. Du coup, quand j'ai lu ça, j'ai fait ouais, on dira pas qu'il connaît The Voice. Ou tous les concours de chant qu'il les regarde, etc.
Mais c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est qu'il y a des choses comme ça. Et en plus, le Max est quelqu'un de tellement désabusé, tellement réaliste, qui se fait pas d'illusions sur les réactions des gens par rapport à lui. S'il a un tic nerveux, parce que c'est beaucoup des tics nerveux à la base en fait, cette maladie. Et je me suis dit, ouais, ok, je vais forcément t'apprécier, puisque tu es en toi, tu sais que les gens réagissent de telle manière pour telle raison, tu vas quand même leur demander, et encore quand tu le fais, et quand tu leur demandes, mais non, mais c'est pas ça, enfin l'hypocrisie habituelle. Bref, c'est vraiment hyper bien fait, réaliste, et en même temps, ce personnage est d'un optimisme à toute épreuve. Enfin, optimisme, c'est peut-être pas. Il a choisi en fait d'être optimiste. Parce qu'il pourrait être déprimé constamment et maudire sa maladie, etc. Et non, il a fait le choix inverse. J'adore son oncle au passage. Son oncle est juste top. Son père, mais un bijou, son père. Voilà. Je vous le recommande vraiment plus. Pax Automata d'Ariel Holz aux éditions L'École des loisirs. Alors, je vais en décevoir peut-être plus d'un. Si l'auteur passe par là, je suis désolée.